On devrait faire ça, nous aussi, un petit voyage là, de bonding avant que la saison commence. Parce que ça avait l'air chouette à Québec. Ouais. Du karaoké, des restaurants. Tu sais, c'est une bonne idée. Moi, je pense que pour faire un voyage d'équipe comme ça, mais au lieu d'aller à Québec, moi, je suggérerais la République dominicaine. Regarde, on est ouvert à toutes les suggestions. Parce que c'est ça, là. Faut se... C'est important. C'est important parce que, écoute, quand on va se retrouver dans le trouble, là, au milieu de la saison, on n'aura personne d'autre vers qui se tourner que nous-mêmes. Et nous, le team bonding, on fait ça à la fin de la saison, fait que c'est un petit peu... C'est des énergies gaspillées. Oui, exactement. Ça s'effrite. On se voit pas, c'est ça. On se rapproche, par après on se quitte pendant 2 mois. On célèbre le moment on célèbre le fait qu'on a été une équipe. Oui. C'est à repenser. C'est peut-être on peut ajouter, moi j'ajouterais. J'ajouterais sans faire de subtraction. Soustraction. Je pense pas. Hein. Non, mais c'était bien à Québec? C'était bien? Oui, absolument. T'étais là combien de jours? 2 jours. OK. Ben, écoute, j'étais là. Je suis arrivé mardi après-midi. Je suis parti après l'entraînement de jeudi. Donc, un bon 48 heures bien tassé. Puis, est-ce que tu es allé au karaoké? Non. Les journalistes n'étaient pas invités? Non. As-tu eu des échos? Non, j'ai pas eu d'écho. Arbor, Jacky... Apparemment, il y avait la voix enrouée. C'est ça. Et c'est son explication. C'est qu'il a trop chanté. Bon, est-ce que c'était Thunderstruck ou... Provocante. Moi, c'est des chansons qui vont chercher du Johnny. Il a peut-être chanté du Johnny aussi. Ben écoute, la chanson... Je pense qu'une chanson phare du karaoké, à mon sens, c'est... en fait, c'est tout le répertoire de Scorpions. Oui. C'est Still Loving You, là, des affaires comme ça. Ouais. Ça marche dans des... Ouais. Voilà. Bon, très bien. Bonne fin de journée. Sinon, vous êtes excités? Parce que là moi, je vieillis, hein, puis je ramollis. J'en parlais à Martin avant qu'on appuie sur le bouton enregistrement, mais je vais peut-être regarder un peu de baseball. Puis je vais peut-être souhaiter que les Blue Jays gagnent la Série mondiale. Ce qui est 2 affaires que jamais j'aurais fait ça. Mais ça, c'est pas ramollir, c'est améliorer. Tu commences à t'intéresser au baseball. Tu te sophistiques. Question de perspective. Non, mais j'en ai déjà parlé ici, mais j'ai souvenir d'un voyage de football aux États-Unis, à l'époque où j'y allais. Où je refusais pas d'y aller. Il y avait cette ambiance-là. On allait dans des sports bars, il y avait les matchs de série mondiale à la télé. Puis j'avoue que je trouvais pas ça inutile. Je trouvais pas ça inintéressant. Notez que j'emploie le double négatif au lieu d'aller directement au positif. Mais ouais, fait que ce souvenir-là, puis le fait que si on pouvait le voler la série mondiale en tant que nation, je serais pas contre. Bien, ce qui est intéressant avec les séries éliminatoires du baseball, un petit peu de la même manière que les amateurs québécois en dilettante, les amateurs de hockey, disent « Ah, mais là, moi, je m'intéresse au hockey en séries éliminatoires. Ouais. » Bien, au baseball, tu peux vraiment faire ça. Ouais. Parce que la beauté de la chose, c'est ce qui t'apparaissait comme des longueurs durant la saison régulière, ça devient de la tension dramatique rendue en série. Alors, intéressant. Puis est-ce que... OK, mais là, philosophons, est-ce que c'est comme ça? Est-ce que les longueurs sont nécessaires pour que... C'est un peu comme... Pourquoi c'est tellement spécial le printemps au Québec? C'est parce qu'on a l'hiver. Est-ce que cette tension dramatique-là existe parce qu'il y a eu des longueurs? Mais les tensions dramatiques sont plus courtes, là, avec l'obligation de lancer... Ouais. Mais je pense qu'à partir du moment où tu comprends, où tu es capable d'aller chercher et apprécier cette tension-là, tu peux l'appliquer à un match, à n'importe quel match de la saison. Puis je pense que ça fait de toi un amateur de baseball. Mais c'est plus facile. Je trouve que les séries éliminatoires donnent vraiment accès à ça. Puis le fait que ce soit un sprint et non plus un marathon, ça change la dynamique, ça ajoute énormément à l'enjeu de chaque partie. Ça fait... C'est du bon spectacle sportif, là, les séries au baseball. Bon. Puis quoi? Moi, j'ai hâte de voir les Brewers de Milwaukee. Ah, ils sont là? Qui est une équipe qui se situe dans le dernier tiers en termes de masse salariale, qui était la meilleure équipe du baseball majeur cette année. Alors, j'ai hâte de voir comment ils vont se tirer. Est-ce que c'est encore Brad Pitt qui est le DG là-bas? Non, ça, c'est à Oakland.
C'était pas... Non, oui, c'était à Oakland. C'était à Oakland. Il a là. Okay. Fait que non seulement je connais pas mon baseball, je connais même pas mon cinéma. Voilà. C'est pas un bon... Tu peux commencer à t'intéresser à ça aussi. Tu peux commencer à aller au cinéma. Tu sais, la télé, là, dans le salon chez vous, là, tu peux mettre autre chose que du hockey. Hein? OK. Aujourd'hui, jouera pas. Que cherche Travis Green? Et parlons de gros argent. C'est tellement hockey, épisode 428. Avec votre chroniqueur principal au service des sports, Monsieur Martin Leclerc. Salut Martin. Bonjour les amis. Et votre journaliste affecté aux affaires du hockey, Monsieur Marc-Antoine Godin. Salut Marc-Antoine. Bonjour messieurs. Je m'appelle Alexandre Coupal. C'est leur comportement global. C'est sûr, il y a un dernier match. On va voir qui c'est qui va jouer tout, mais on va évaluer ça sur leur comportement global. Ça sera pas là, un bon jeu ou un gros but. C'est pas ça, c'est juste l'ensemble. Puis c'est pour ça qu'on essaie d'évaluer à tous les jours. Puis c'est pas juste un critère. Il y a bien des affaires qui rentrent en ligne de compte. Fait que on va prendre ça une journée à la fois. Martin Saint-Louis sur la progression du camp d'entraînement. C'est pas tout à fait le dernier épisode à... je sais pas. Est-ce que mardi prochain, le camp va être fini? Oui, le camp va être fini. Oui, parce que la liste va avoir été remise le lundi. Fait que c'est notre dernier épisode dans le camp. Oui, on peut dire ça. Disons, bon. Ouais. Puis comment vous trouvez ça, ce camp-là, jusqu'à maintenant? C'est mieux que celui de l'année dernière. Oui, c'est vrai. Hein? Bon. Mais pas juste à cause des victoires ou des buts, ou comme Martin Saint-Louis vient de le dire, mais ou juste à cause de ça. Enfin, je veux pas répondre à votre place. Moi, les victoires, dans ce cas-ci, ne m'importent absolument pas. Non, c'est ça. Mais non, c'est au niveau du niveau de... C'est le niveau de sérieux, le niveau de préparation des joueurs qui me semble être... Ben oui, vous en avez parlé, c'est ça, l'urgence. Alors ça, c'est au rendez-vous. C'est important que ce le soit. Je sens que le Canadien a appris des leçons de son faux départ de l'année dernière. Ça ne le soustrait pas de la problématique avec les Sénateurs d'Ottawa dans les matchs préparatoires. Je suis sûr qu'on va en venir. Mais, nonobstant les Sénateurs, je trouve que le Canadien s'y prend de la bonne manière. Les luttes sont intéressantes. Il n'y a personne qui vraiment s'est enfui avec le poste, etc. Mais je trouve que pour la quantité de joueurs qui se battent pour obtenir un poste, je trouve qu'il y a une réelle compétition. Puis, dans l'intervalle, on trouve le moyen, sur ces 6 matchs-là, de s'assurer que tout le monde ait suffisamment de matchs pour pouvoir commencer la saison en temps. Fait que ça me semble mieux équilibré que l'année passée. C'est un bon camp. Hein? C'est un bon camp. Que ça n'avait vraiment pas été un bon camp l'année dernière. Là. C'est facile de dire que c'est meilleur cette année, mais je suis d'accord avec Marc-Antoine. On voit que l'équipe est concentrée. Et ce qui est intéressant, c'est que on voit un peu, en regardant les alignements se concocter, les trios, on voit un petit peu le hamster qui marche dans la tête de Martin Saint-Louis, qui tente des combinaisons, des duos, des déplacements pour voir, pas nécessairement pour voir dans l'immédiat ce que ça va lui rapporter, mais voir ce qui pourrait peut-être s'avérer des solutions durant la saison, là, quand il va changer les combinaisons qu'il a en tête. J'ai trouvé que les jeunes se sont bien comportés. Et je pense que Kapanen a pris une avance dans la lutte avec Beck. Là, on disait au dernier balado que Beck avait, dans l'ensemble, eu un meilleur camp que Kapanen, mais Kapanen a eu vraiment un bon match. Je pense, et on voit avec les responsabilités que Martin lui donne aussi au sein des trios qu'il y a probablement une petite longueur d'avance. Mais tous les gars qui sont là sont dans le giron. Là. Tu sais, ça veut dire quand des blessures vont survenir cette année, quand on va avoir besoin d'aller chercher dans la profondeur, on va revoir ces visages-là. Donc, c'est de l'expérience importante pour les jeunes qui sont encore avec l'équipe à quelques heures de la confection finale de l'alignement. Bon, je te le dis, Martin, parce que c'est pour te protéger.
Mais la clip où tu as parlé là, de ton hypothèque, là, il y a quelqu'un qui a demandé qu'elle soit isolée. Ils veulent s'en servir contre toi, Martin. Si mettons, Kapanen marque un autre but, là, je te le dis, là, je leur ai dit de ne pas faire ça, mais je décide pas grand-chose, mais je t'avertis. OK, ça m'a surpris. Ben, t'étais assez des amis qui m'ont écrit, ils disaient, hey, tabarouette, wow, c'était décisif. OK, mais est-ce que tu veux peut-être dire qu'il va peut-être marquer quelques buts ou... Non, écoute, j'ai pas dit que Kapanen n'était pas bon. J'ai dit que je voyais pas Kapanen évoluer au sein du même trio que Demidov cette série. Mais tu voyais pas non plus le trio de Dach, Laine et Demidov survivre plus longtemps qu'une balle de neige en enfer. Fait qu'à un moment donné, si Martin Saint-Louis veut garder 2 de ses trios intacts, les 6 autres, il y a une limite dans le nombre de combinaisons que tu peux apporter. Ouais. Alors, et le trio à date, il n'a pas vécu plus longtemps qu'une balle de neige, le fameux trio. Non. Mais écoute, c'est une occasion historique. Là. Le Canadien pourrait avoir deux récipiendaires du Trophée Calder consécutifs, 2 années consécutives. Demidov est la recrue la plus talentueuse du Canadien depuis des décennies. Non. Ben, de l'histoire récente, absolument. C'est un gars qui a un flair offensif exceptionnel. Il a une vision, il distribue bien la rondelle. Je pense qu'il est encore plus un passeur qu'un marqueur, et c'est un marqueur. Je ne peux pas concevoir que Kapanen, qui est un type de joueur complètement différent, qui sera aussi une recrue cette année, jouerait au sein du 2e trio du Canadien. Là. Arrêtez-moi ça. Là. Fait que... Écoute, c'est mon opinion. On verra ce que ça donnera. Mais cela dit, Kapanen, j'aime beaucoup Kapanen comme joueur de hockey. Là. Je le trouve combatif. Je trouve qu'il a un bon sens du hockey. Il est pas... il y a certaines habiletés offensives. Il est costaud aussi. quand même. Moi, c'est le truc que j'avais un peu oublié, mais tu sais, c'est pas... Dans une équipe là, qui n'est pas... où c'est pas légion. Là. Et la saison dernière, il avait été bon au camp d'entraînement. Puis quand la saison a commencé, il était plus effacé. Il avait de la difficulté à ressortir. Il a sans doute, avec une année d'expérience de plus, pris une coche de plus. Mais je pense que le rôle auquel il est destiné chez le Canadien cette saison va être à long terme. Dans les trios 3 et 4. Puis il va avoir des responsabilités défensives. Puis on va probablement qu'on envisage de s'en servir comme un couteau suisse un peu. Peut jouer à l'aile, peut jouer au centre. Mais au sein du top 6 du Canadien avec Demidov, j'ai de la difficulté à croire ça. Mais ça illustre que c'est ça. Il n'y a pas tant d'options. Tu le disais, Marc-Antoine. C'est ça. Moi, je pense qu'à long terme, effectivement... j'imagine que c'est pas ça, c'est pas ce qui est dans les cartes, mais pour l'instant, c'est une unité qui était... Puis, j'ai pas été gentil en parlant d'Alex Newhook il y a quelques épisodes, en citant un internaute qui disait « Nommez-moi des ailiers qui ont eu du succès. » Puis tu m'avais... Armia et Gallagher, oui. Ce qui prouvait un peu aussi... C'était un argument qui prouvait un peu les deux facettes de ce commentaire-là. Mais... c'est ça, c'est une unité qui est quand même qui est le fun à regarder. Ben, c'est parce qu'on cherche des combinaisons qui fonctionnent. Il y a quand même un bel équilibre offensif-défensif. Il y a une bonne cadence de jeu dans ce trio-là avec Newhook, Kapanen et Demidov. Puis je pense que Kapanen, son flair offensif ressort quand ça joue vite autour de lui. Demidov avait également besoin de ça. Puis je pense que c'était important, tôt dans le camp d'entraînement, le plus rapidement possible, qu'on le soustrait du trio avec Dach et Laine. Puis toutes ces combinaisons-là qu'on voit, je pense pas que ça va survivre très longtemps. Je crois que Newhook, Kapanen, Demidov, ça peut être un trio pour commencer la saison. Est-ce que ça va durer? Je ne pense pas, mais quand je regarde la façon dont, justement, Martin Saint-Louis... quelle expression tu as utilisée? En fait, fait aller son hamster dans la composition de ces trios. Je trouve qu'il essaie de gagner du temps sur 2 fronts. Tout d'abord, s'assurer que Kirby Dach va être le plus près possible à amorcer la saison. Puis, il essaie d'acheter du temps également pour essayer de trouver une place à Patrick Laine à quelque part dans son alignement. Puis, si Laine est destiné à retourner avec Dach, bien, au moins que ce soit un moment où, au terme d'un camp d'entraînement, où Dach aura eu le temps de prendre son élan puis d'être prête,
ben ils vont les replacer les deux ensemble, puis tu dis, ben là, ça sera, espérons-le, la responsabilité de Doc de piloter ce trio-là, de lui donner du succès, mais au moins, il y aura eu un bon camp d'entraînement, puis je trouve qu'il pointe dans la bonne direction. Mais Demidov avait besoin, je pense, justement parce qu'il est un peu les joyaux de la couronne, c'était important qu'on le soustrait de ces deux gars-là. Mais le nombre de combinaisons possibles, si on décide de faire ça, est assez limité. Mm-hmm. Peut-être qu'un jour, Martin Saint-Louis va dire on va faire Bolduc, Dach, Demidov. Ça se peut très bien. Je pense que c'est cohérent. Moi, je pense que ça s'en va vers ça. Puis si Bolduc a un creux de vague, Kapanen, on le fait jouer au centre beaucoup. Si Kapanen démontre qu'il peut se débrouiller au centre, peut-être que Newhook ça peut devenir Newhook, Dach, Demidov. Mais c'est ça, deux recrues au sein de la deuxième unité, j'ai de la difficulté à voir ça. Mais c'est ça. Kapanen, je pense, est la clé de beaucoup de souplesse. Il montre qu'il peut être fiable au centre, peut offrir beaucoup d'options à Martin Saint-Louis. Je pense que Kapanen et Newhook sont destinés à jouer ensemble. Ça, c'est étant donné qu'il y a un gaucher, un droitier, Newhook qui peut prendre des mises en jeu sur son côté fort, mais dès qu'il se retrouve à droite, il est à peu près assuré de les perdre. Donc, d'avoir un droitier pour s'occuper de ces mises en jeu-là, ils ont pas tout à fait la même vitesse. Kapanen n'a pas la fusée dans le derrière que Newhook a, mais il est quand même capable de le suivre. Ouais. Là. Puis, il est responsable également défensivement. Je pense que ces deux-là vont former un duo. Au-delà de ça, tous les paris sont encore ouverts. Puis il faut voir aussi, là, durant les derniers jours, Gallagher a été placé à la droite de Kirby Dach. Est-ce que c'est un peu une vache sacrée, l'idée d'avoir Evans, Anderson et Gallagher ensemble, puis on n'y touche pas? Si jamais Martin Saint-Louis se montre ouvert à modifier cette unité-là, puis à utiliser un élément ou un autre pour l'envoyer sur un autre trio, bien là, c'est sûr que ça donne l'oxygène là, à ces trios-là, ça améliore le nombre de combinaisons. Mais Martin, quand tu dis « je vois pas Newhook, Kapanen, Demidov former le deuxième trio », je sais pas qui a parlé du deuxième trio, là, mais à mon sens... C'est moi. Après le trio de Caulfield, là, 2, 3, 4, c'est au gré des matchs, de l'adversaire, est-ce qu'on est à domicile ou sur la route? Je pense que le temps d'utilisation de ces trios-là, va varier beaucoup, et 2, au total, pourrait se ressembler à la moyenne des matchs. Et puis, je suis pas sûr qu'il va y avoir une grosse différence entre le trio de Dach et le trio d'Evans au plan des minutes d'utilisation, là, au volume. Là. Alors, es-tu en train de nous dire que le Canadien a 3 deuxièmes trios? Non. Wow! En train de dire 3 troisièmes. Pour l'instant, c'est plus ça, tu sais. Mais je comprends là, que Demidov, avec son talent, on va vouloir le placer le plus haut possible dans l'alignement puis exploiter ses forces offensives. Puis le placer avec des gars qui sont capables de tirer la rondelle. Et de le libérer offensivement, parce que c'est à ça qu'on a assisté aussi. Là. Les premiers matchs préparatoires où il jouait avec Dach et Laine, il était comme... C'est comme s'il y avait des menottes. Mm-hmm. Là, il a été libéré. Oui, mais c'était les premiers. C'était les premiers matchs et tout. J'ai trouvé en passant que Laine a montré de bien meilleures intentions. Oui, mardi, il a connu un bon match. Fait que c'est un projet en développement, mais on voit que Martin, je pense, a plus de talent sous la main, plus de talent brut sous la main. Il y a plus de jeunesse. Je pense qu'il cherche encore la façon de harnacher ce talent-là pour maximiser son rendement. Ben, c'est lui qui l'a dit aussi. C'est un beau problème. Là. Et c'est vrai que c'est différent des années passées. Non, c'est vrai que Laine a bien joué mardi. Kirby Dach, on en parle... et tant mieux. C'est pas le sujet principal, mais... Il va bien. Lui aussi semble être en ascension. Absolument. Non, c'est juste que, on a beaucoup parlé de Patrik Laine en ouverture de camp. Ça aurait été... C'est parce que, il venait de dire, vous allez avoir la meilleure version de Laine. Je comprends, là, c'est des vétérans, ici et ça, mais ça aurait été bien que le premier match, il fasse comme il a fait mardi. Comme ça, on aurait... Et je m'explique mal, enfin. Mais bon, je finirai pas cette pensée-là. Je vous dis tout de suite. Là. Ben, écoute, Patrik Laine, c'est Patrik Laine. Là. Il a son ADN de joueur de hockey. Il
il va faire des efforts probablement pour mieux travailler dans des aspects qui sont faibles dans sa palette de compétences. Mais à un moment donné, le naturel, il revient. Là. Fait que Martin, toute la saison, va devoir à un moment donné tirer sur la corde puis essayer de le replacer dans la bonne trajectoire. Puis c'est correct. C'est ça le travail d'un entraîneur. Ça, c'est le fouet? Ouais. Non, pas le fouet, mais il va falloir faire des rappels. Ça. Ah oui, en passant, Patrick, n'oublie pas. Ouais. Non, mais c'était quoi l'expression? Tu disais, j'aime mieux peinturer des lignes sur un chat, ou c'est quoi? C'est mieux de devoir essayer de calmer un tigre que de devoir peindre des lignes sur un chat, c'est ça. Voilà. Donc, il va falloir qu'il sorte ses pinceaux, peut-être, à l'occasion. Bon, Saint-Louis a plus d'options, ça c'est évident. Quelles options active-t-il pour la revanche? Non, prise 2, le retour, Canadien sénateur en pré-saison. Là, c'est quoi le... Parce que l'an passé, ça ne m'était pas apparu aussi évident, ou peut-être que je me souviens pas, mais visiblement, l'entraîneur des sénateurs, je sais pas, c'est ça c'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il veut. Parce que là, c'est arrivé l'an passé, c'est arrivé encore. Là, ils ont rappelé un paquet de gars qu'ils avaient envoyés dans le camp à Belleville. C'est ça qu'il veut. Envoyer... Que cherche-t-il? C'est pas des matamors qui ont été rappelés, là, par exemple. OK, mais reste que... Xavier Bourgault, des gars de même. Ouais. Non, je sais bien. OK, ouais, mais en même temps, c'est comme... Il veut pas mettre... Tu sais, c'est le dernier match préparatoire. Il veut pas mettre son alignement... Son équipe a passé 5 ou 6 jours à Québec dans un contexte où on voulait justement souder l'équipe. Donc, on s'est assuré d'avoir un groupe un peu plus restreint. Là, il y avait un match à Saint-Louis jeudi pour lequel plusieurs joueurs ont été rappelés, des joueurs qui avaient déjà été retranchés. Et puis là, ils jouent de nouveau contre le Canadien samedi. Je pense pas que ces mêmes gars-là de la Ligue américaine qui vont jouer samedi parce qu'à Saint-Louis, tu as des gars comme Claude Giroux, David Perron, Linus Ullmark, le gardien, Thomas Chabot, Drake Batherson, Dylan Cousins. Tous ces gars-là n'ont pas joué. Shane Pinto. Tu sais, c'est quasiment... En fait, la formation qui a été présentée à Saint-Louis était bien pire que celle qui a affronté le Canadien. Alors, et puis ça n'a pas mieux été. Ils ont perdu 7-1 contre les Blues, après avoir été blanchis 5-0 par le Canadien. Fait que Travis Green, il peut bien décider qu'il va jouer au fier à bras, puis nous autres, on s'en laissera pas imposer. Mais le fait est que s'il ne présente pas son meilleur alignement samedi pour roder son équipe en vue du début de la saison, ben les gens qui font des balados sur les sénateurs vont passer leur année à dire que les sénateurs ont donc eu un mauvais camp d'entraînement. Parce que c'est tout à fait à sa disposition, c'est à sa portée de dire « OK, je vais présenter ma meilleure formation. » Ça serait logique. On est rendu là. Ouais, c'est ça. On est rendu là dans le camp d'entraînement. Ouais. C'est ça, voilà, à la claire ensemble. Et je ne serais pas surpris qu'à l'interne, il y aurait eu chez les sénateurs je ne serais pas surpris qu'il y ait eu des discussions au sujet de ce qui est arrivé à Québec. J'ai entendu avant hier une entrevue très intéressante de David Perron avec Martin Lemay. Et il expliquait que lui, il disait quand le camp commence, là, que les premiers matchs pré-saison sont disputés, il n'y a pas un vétéran dans la Ligue nationale qui se penche pas vers un de ses compagnons vétérans dans le vestiaire pour dire « Hey, j'ai hâte qu'on arrive au dernier match préparatoire du camp » parce qu'il disait quand il y a des joueurs qui ne sont pas de la Ligue nationale dans l'alignement, il y a toujours la possibilité que quelque chose d'imprévisible arrête. Il y a des gars qui ont faim, qui veulent montrer ce qu'ils sont capables de faire. Il disait que lui, là où il est rendu dans sa carrière, il se fait un devoir quand il y a un de ses coéquipiers qui semble être sur le point d'engager un combat ou qui est en difficulté, de sauter dans la mêlée pour pas que ça arrive, pour pas que personne se blesse, parce que c'est pas important, ces matchs-là. Et dans cet état, il l'a pas dit comme ça, c'est sûr. Là, il est en entrevue, puis le public écoute, mais quand tu regardais la trame narrative de cette entrevue-là, il n'avait pas l'air d'avoir apprécié de voir ce qui s'était passé là, de part et d'autre. Mais il y a beaucoup de gestes qui ont été posés par des joueurs, des sénateurs, qui ne sont pas des joueurs de la Ligue nationale, qui visaient
des gars de la Ligue nationale qui étaient des gestes, dangereux. Alors, c'est ça. Est-ce que la rivalité a quelque chose à voir là-dedans? Hier, le match entre les Panthers de la Floride et le Lightning, 192 minutes de pénalité. Là. Brandon Hagel s'est fait blesser. Ça s'est battu comme en séries éliminatoires. C'est ridicule. Quand tu regardes ça, ces matchs-là ne veulent rien dire. Ces gars-là ont tous des salaires importants, des carrières à mener. Ces organisations-là... Les espoirs de partisans et de partisanes. Ça fait que c'est complètement ridicule. Ouais. C'est comme si dans un match de baseball de la Ligue des Pamplemousses, les lanceurs se mettaient à atteindre délibérément les frappeurs adverses. Non? Non, habituellement, ça n'arrive pas. Ah, OK. Fait que, écoute, il y a, je ne sais pas si c'est quelque chose dans l'air, mais que samedi, ça serait très décevant que... Je sais pas, les Sénateurs arrivent avec un alignement complètement décousu, puis que Martin Saint-Louis change à cause de ça son plan d'exécution pour le camp d'entraînement, pour la préparation de la saison, parce qu'il ne voudrait pas que des joueurs réguliers se fassent blesser. Là. Ce sont des matchs préparatoires. Préparez-vous, puis qu'on passe à autre chose, qu'on en finisse. Cela étant dit, il pourrait aussi couper la poire en deux puis avoir un alignement de la Ligue nationale, tout en donnant congé à 2 ou 3 gars, que ce ne serait pas grave. Non, exact. Si en défense, il laissait de côté Hudson, puis disons Engstrom. Hudson, il est prêt. Exact. Là, tu sors Hudson puis Engstrom, tu rentres Goulet puis Dobson. Tu n'es pas perdant, là. Les deux autres, ils ont besoin de répétition. Puis tu gardes quand même Jacky puis Struble puis tu peux faire le même calcul en avant. Le trio de Suzuki n'a pas joué à Québec. Samuel Blais, malheureusement, n'a pas joué à Québec. Il avait acheté une 40aine de billets pour sa famille, puis finalement, il n'a pas été de la formation. Mais en tout cas, il y a peut-être... Ils ont eu un bon spectacle, les 40. C'est sûr. Il faut voir le verre à moitié. Un loustique m'a dit qu'il a fallu qu'il achète un 41e billet pour pouvoir s'asseoir avec eux. Ouais. Et donc c'est ça. Donc, le Canadien a quand même des options pour pouvoir à la fois continuer à bien se préparer puis à parer au coup si jamais les Sénateurs décident d'être imbéciles. Mais j'aurais beaucoup de difficulté à comprendre de la perspective de Travis Green que les Sénateurs ne veuillent pas avoir un vrai match de préparation en vue du début de la saison. Donc, on aura le fin mot sur ce que cherche Travis Green lorsque l'alignement qu'il compte déployer samedi sera connu. Et comme c'est souvent le cas, vous nous écoutez puis vous le savez peut-être. Quel auditoire? Hein? Quel auditoire raffiné? Et cela dit, l'alignement à Québec n'avait aucun bon sens. L'alignement des Sénateurs à Québec. Ouais, exact. Et ça, d'où la question, d'où la pertinence de la question. Moi, ce que je souhaite, c'est que Martin Saint-Louis n'adapte pas. Ce que je souhaite, c'est que Martin Saint-Louis fasse ce qu'il voulait faire. Et comme tu dis, Marc-Antoine, je pense que... Moi, j'ai trouvé Struble, Jacky, j'ai trouvé que... Ils avaient fait respecter quand même un certain niveau. Donc, voilà, Hudson est prêt. Tu fais jouer Struble, Jacky. Si tu veux mettre Florian, mets Florian. Si tu veux mettre Samuel Blais, mets Samuel Blais. Puis on y va avec ça. Puis si il y a des étourderies qui se manifestent, je pense que cette équipe-là est capable de composer avec ça. Je pense que c'est important qu'elle le soit, même avec une formation de la Ligue nationale. Voilà, exactement. Tu veux être une équipe qui va être dure à affronter, qui est capable de se serrer les coudes puis qui est un peu plus robuste qu'elle l'a déjà été, au match 62, il faut qu'elle soit capable de répondre aussi. Je ne suis pas en train de prôner que tout le monde jette les gants, mais sauf que je trouve que il y a au moins des éléments dans cette formation-là qui me font dire que les Canadiens, c'est plus une équipe qui se fait malmener soir après soir, puis les petits Canadiens. Non, ils ont pris du coffre. Alors, c'est intéressant. C'est juste de pas... Si jamais les Sénateurs présentent un alignement qui est loufoque, il y a certains joueurs, à commencer à mon sens par Hudson puis Demidov, que tu n'es peut-être pas obligé de jeter dans la gueule du loup. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public sur les réseaux sociaux. Là où ça fait mal, réseaux sociaux. Question du public. Question du public. Question du réseau. Question du public.
J'ai tellement envie de m'acheter une voiture décapotable quand j'entends cette version du thème. Hein? Et si seulement il me restait 1 ou 2 cheveux pour les faire danser dans le vent. Dans le vent. Fais danser ta barbe. Ouais, ben là... Est-ce que ça danse? Pas à cette longueur-là. Les Easy Top, ça danse. En décapotable, il faut porter une casquette, mon vieux, parce que ça brûle. Sinon, ça brûle. Donc, il n'y en aura pas de ça. Je vais essayer de prendre le métro quand c'est possible. OK, aujourd'hui, donc, on vous demandait, via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport et le TikTok officiel de Tellement Hockey, dans la foulée de la foire, et là, mes collègues des réseaux sociaux, ils ont mis foire entre guillemets. Oui. Puis j'ai peut-être exagéré un peu. C'est pas... Mais tu sais, je fais d'autres choses aussi. C'était pas la bataille du vendredi 5. Non. Hein? D'ailleurs, il y a des commentaires qui vont dans ce sens-là. Mais tu sais, des fois, moi, j'ai ces questions-là, j'écris ça, mais tu sais, je suis occupé, là. J'ai pas juste ça. Ah ouais? Puis j'avais dit que ça donne, mais ça aussi, ça n'a pas été retenu. Donc, dans la foulée de la foire, Canadien, sénateur, à quoi servent les matchs préparatoires? Martin, sur le book, rien. Foire ou pas, ça sert à rien. Ben là, Martin. Dave, se préparer avec urgence. Ça, c'est toujours sur Facebook. Éloi, vendre plus de tickets. C'est pas faux. C'est pas faux. Toujours sur... Non, on est sur le Gram. Un petit peu. Sur le Gram... dérouiller les gars de Tellement Hockey. Ça nous aide. C'est vrai. C'est notre camp préparatoire, nous aussi. Et d'ailleurs, c'est sur le TOC. C'est Gabriel. Ça donne du contenu gratuit. La formule GOL. La formule GOL, je suis content. C'est une formule de René Potier. Là, je ferai pas à semblant que c'est pas de lui. Et voilà, donc c'est ça. C'est du contenu gratuit, mais ça achève. Ça va être payant à partir de l'année prochaine, quoi. Non. De quoi ça? Quand tu dis le contenu gratuit, ça achève? Non, je parlais des matchs préparatoires. Non, le contenu gratuit va rester gratuit. C'est pas beau, ça? J'en fais l'engagement. J'en prends l'engagement. OK, quelque chose à ajouter sur ce camp? Quelque chose... Êtes-vous conduire? Ouais. Moi, je trouve que la principale utilité, sachant que les joueurs arrivent en forme et à peu près prêts pour une saison avant même d'avoir joué un premier match préparatoire, il y a de la cohésion, des explorations au niveau de la chimie dans les trios que tu peux utiliser, que tu peux tester à l'occasion des matchs préparatoires. Puis t'as quand même, il faut que tu donnes la chance à des joueurs qui pourraient percer ton alignement d'affronter des joueurs de la Ligue nationale puis de montrer ce dont ils sont capables. Puis je pense que l'exercice qu'on a vu avec Kapanen puis avec Owen Beck, par exemple, qui était parti, qui avait un meilleur camp, à mon sens, mais là, à mi-chemin dans le camp, là, on dirait qu'ils se sont passés le relais l'un et l'autre, puis Kapanen a une longueur d'avance. Mais c'est important, au sein d'une organisation, de donner la chance à certains gars de pouvoir se tailler un poste. Fait que c'est pour ça que je trouve que ce camp-là est un succès. J'ai un petit peu déçu. J'aurais aimé ça que Samuel Blais ait un plus gros impact dans pour reprendre un terme fétiche à Martin Saint-Louis, dans son identité de joueur. OK. Mais il est là. Moi, je l'ai trouvé bon. J'ai aimé. Hein. Puis je pense que ça reflète aussi l'utilisation qu'on va en faire, là, c'est-à-dire qu'il va être là une fois de temps en temps. Ouais. Et la fois de temps en temps où on l'a vu, c'est ça à quoi je m'attendais. OK. Je suis pas sûr que ce soit suffisant. Bon, d'accord. Mais en même temps, c'est ça. C'est pas comme Saint-Louis dans l'extrait qu'on a entendu au début de l'épisode. C'est pas un match, c'est pas un but, c'est pas un jeu aussi. Là. C'est un long processus. Non, puis juste un petit mot, moi, sur les... tu disais, Marc-Antoine, c'est comme si Jake Evans, Josh Anderson et Brendan Gallagher s'étaient coulés dans le béton. Et là, on commence à voir du mouvement. Moi, ça, c'était une crainte que j'avais, là, que... on fasse pas trop de tests ou on fasse pas trop... qu'on joue juste avec les deux... les 6 autres joueurs. Là. C'était comme si le premier et le quatrième trio s'étaient coulés dans le béton. Mais, tu sais, faut pas oublier que... Troisième. Oui, c'est ça. Ben, le troisième. Ouais. Mais, tu sais, Josh Anderson, Brendan Gallagher, c'est plus... Ils reviennent d'une bonne saison. Là. On n'est pas dans la même... on avait un peu pris l'habitude d'entamer les saisons en se disant, bon, ben ces gars-là, c'est des joueurs de quatrième trio de luxe maintenant, mais c'est pas nécessaire. T'sais, Anderson, on l'a pas beaucoup vu, mais quand on l'a vu, il a bien paru. Gallagher a eu un fort match mardi. T'sais, ce sont de véritables options là, sur un de nos troisième trios. Ben, j'ai posé la question à Martin Saint-Louis à propos d'Anderson, justement, parce qu'il me semblait qu'à cause de son gabarit, de sa vitesse, du fait qu'il a déjà été un peu un marqueur,
je me disais, peut-être que sur le trio de Kirby Dach, ça pourrait être intéressant. Ouais. Tu fais Dach, Demidov puis Anderson, peut-être qu'il y aurait quelque chose là. Je sais qu'il y a bien des amateurs qui vont faire hey, non, Anderson, dans le top 6, on a déjà vu ce film-là puis on ne veut pas le revoir. Mais Martin Saint-Louis m'a répondu c'est sûr qu'on veut. Il faut être prêt à parer à toute éventualité par rapport à des blessures ou des gars qui ne performent pas, mais il dit moi, je ne veux pas changer l'identité de Josh Anderson. C'est-à-dire que je pense ils ont trouvé un terrain d'entente l'année passée dans lequel Josh Anderson était à l'aise, il était capable de donner un rendement qui répondait aux attentes de Martin Saint-Louis. Il s'est épanoui, il s'est senti utile à l'équipe. Fait que de le replacer dans un cadre où là, on dit, de faire miroiter que là, tu reprends un rôle offensif, est-ce que ce serait un peu un risque inutile de troubler quelque chose qui avait été clairement établi. C'est intéressant. À moins de bien définir son rôle dans ce trio-là, de dire là, on te place là, on s'attend pas à ce que tu en marques 23, tu vas être là pour assurer une stabilité, tu vas être là pour faire de l'échec avant, puis ce qui arrivera, mais tu ne seras pas mesuré en fonction de ton rendement offensif, mais c'est ça. Ça exclut pas la possibilité qu'il puisse un jour se retrouver là, mais ça sera pas dans l'expectative qu'il va marquer des buts. C'est tout à fait selon ce que Martin vient de décrire. Là. Son rôle va demeurer celui qui a été défini l'année passée. Et, il faudra voir dans l'échelle de nos 3 troisièmes trios, où est-ce que ce troisième trio-là se situe? Des chiffres... Non, c'est pas important. Des chiffres... Marc-Antoine a l'air d'un général à la conférence de Donald Trump... Il répond pas. C'est dans notre nouvelle configuration de 3 troisième trios. Mais je vous échauffe avec des chiffres parce que transition abrupte. Il s'est dépensé de l'argent. Pas un peu dans les derniers jours, cette semaine. Oui. Avec encore Jackson Lacombe hier. Luke Hughes, c'était quoi? C'était avant-hier. Kirill Kaprizov, comme on quittait le building, Martin, mardi. Écoutez, si vous voulez commenter ces signatures-là, que grand bien vous fasse, mais moi, c'est le bouleversement économique auquel on assiste qui m'intéresse surtout. Tu sais, je l'ai entendu, là, tu sais, le salaire Kaprizov, tu sais, c'est plus d'argent que Suzuki et Caulfield ensemble, tu sais. Et évidemment... Ces nouveaux paramètres-là, il y a des jeunes joueurs chez le Canadien qui vont négocier des contrats sous peu et qui vont évoluer dans ce nouvel environnement-là. Et je me demande comment, pour un DG, que ce soit Kent Hughes ou ailleurs, là, comment on va faire pour réconcilier un peu, parce que ça vient de faire tout un bond. Là. Je veux dire, vraiment, là. Kaprizov, dans l'ancienne réalité, aurait gagné, je sais pas, 11 millions. Et là, soudainement, à 17... C'est ça, là, c'est qu'il y a... Quand on va regarder le classement là, des meilleurs marqueurs, là, on va regarder les joueurs autour, là, puis celui en haut puis celui en bas vont probablement faire autant d'argent ensemble que lui. Là. Ouais. Ben, je pense que dans le cas de Kaprizov en particulier, ce serait risqué de dire parce que Kaprizov va gagner 17, où est-ce que je me situe par rapport à Kaprizov? Est-ce que je mérite plus? Est-ce que je mérite moins? Etc. C'est surtout que... Au sein des équipes qui sont le moindrement compétitives dans la Ligue nationale, il n'y a aucun joueur qui est plus important à son équipe que Kirill Kaprizov avec le Wild du Minnesota. Tu sors Kaprizov de l'équation au Minnesota, il ne reste plus grand-chose. Puis je pense que c'était une part très importante de la négociation. Kaprizov savait qu'il était en position de force parce que le Wild ne peut pas se passer de ce gars-là. Alors, il était en droit de demander plus. Dans d'autres organisations, des joueurs à peu près équivalents vont dire « Ah ben moi, est-ce que je suis en position de demander 17 millions? » Mais s'il y a d'autres joueurs vedettes dans l'équipe, peut-être que l'équipe va dire « Moi, les 17 millions, je vais les utiliser autrement. » Où on va se donner des limites. Fait que c'est vrai que le cadre a complètement explosé, puis c'est normal, ça va avec le fait d'avoir un plafond salarial qui est prédéterminé 3 ans en avance. On avec sait de fortes hausses aussi. Exactement. Alors ça, ce bout-là, ceci explique cela. Mais sauf que le défi pour un DG, et entre autres pour Kent Hughes,
c'est de dire, là, on a un noyau à l'attaque qui est signé dans le cadre actuel, qui est signé à bas prix. Oui. Et c'est ça qui m'inquiète. C'est quelque chose. Ben, je pense que c'est un atout que le Canadien doit chercher à préserver. Puis s'il continue de s'améliorer, puis c'est une équipe qui a une tangente qui continue d'être positive, ben peut-être que le Canadien va essayer de convaincre les autres joueurs qui veulent se greffer autour. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, nous, chez nous, là, on veut... Il n'y en a pas d'argent pour vous autres. Ben, c'est parce que... Nous, chez nous, là, c'est moins d'argent. C'est moins d'argent. Nous, on est spéciaux, on paye moins, mais tu vois, c'est parce qu'à partir du moment où tu as une culture d'équipe qui est saine et qui est solide, puis que tout le monde veut en faire partie, il y a un gars qui débarque dans le bureau à Kent Hughes, Kent pourrait très bien dire, toi, tu vas vouloir 7 millions de plus par année que ton capitaine. Comment? Puis ça peut paraître farfelu parce que c'est vrai que là, c'est le bon moment pour négocier son contrat. Il y a de l'argent, il pleut de l'argent. Ouais. Mais en même temps, tu regardes les équipes qui ont connu du succès au cours des dernières années, que ce soit le Lightning de Tampa Bay ou les Bruins de Boston avant ça, ils avaient réussi à trouver cette formule-là où les gars acceptaient un petit peu moins pour pouvoir respecter une sorte de plafond salarial interne puis de faire en sorte que l'équipe ait de l'argent pour pouvoir s'améliorer. Faire une équipe. Oui. Exactement. Alors, c'est le gros défi de Kent Hughes, c'est de pouvoir utiliser l'amélioration de l'équipe pour instaurer cette culture-là, pas seulement sur la glace, mais aussi sur la masse salariale de l'équipe. Opération périlleuse. Oui, tout à fait. On s'entend, là. Écoute, le bon... Comparons le salaire de Kaprizov avec Mitch Marner, qui était, s'il était devenu agent libre, s'il était devenu joueur autonome l'été passé, ça aurait été le joueur le plus convoité de loin sur le marché. Là, c'est 5 millions de différence. C'est ça, c'est majeur. C'est un bon considérable. Là, pour la première fois, avant, les joueurs de la Ligue nationale négociaient leur contrat à l'aveugle un peu. On ne savait pas... Qu'est-ce que le plafond... À combien s'élèverait la hausse du plafond salarial lors des prochaines années. Là, ils ont cette vision-là. Et là, il y a des agents qui disent, là, c'est prévu 104 millions la saison prochaine, en 26-27, mais ça va être beaucoup plus que ça. Il y a plus d'argent dans le système. Et c'est 113 millions après ça, la saison suivante? 113,5. Mais ça va être probablement 120 millions. Là, les joueurs regardent ça. Ils savent combien va se chiffrer le plafond salarial et les hauts salariés négocient en fonction du pourcentage du plafond salarial. Nick Suzuki, quand il a signé son contrat en 2021, à un moment donné, il commence à dater le contrat de Suzuki. Là, tu ne peux pas toujours évoquer ça. Puis il a signé ça à une époque où le plafond était... c'était le contraire dans ce moment. C'est ça, mais c'était 9,55 du plafond salarial quand Suzuki a signé. Et moi, c'est pas ma tasse de thé de faire des papiers sur quand un joueur signe son contrat, qu'est-ce que ça va signifier pour l'autre, mais la signature de Luke Hughes au New Jersey m'a interpellé parce que j'ai entendu qu'il y avait de la frustration de part et d'autre chez le Canadien, du côté de la direction du Canadien et du côté de l'agent de Lane Hudson par rapport aux discussions qu'ils ont eues sur son contrat. Est-ce que c'est parce que Hudson veut un contrat plus court? Est-ce que c'est parce qu'il dit « Moi, je viens d'égaler un record pour une recrue dans la Ligue nationale, puis je veux être payé comme les meilleurs, puis non, je ne signerai pas en bas de mon capitaine. Je vais signer en fonction de ma valeur réelle. » Mais là, si tu regardes, Luke Hughes a signé à la hauteur de 9,4 du plafond salarial de cette saison. Son frère Quinn, quand il a signé il y a 4 ans, c'était 9,63 Puis tu as des gars comme Adam Fox puis Cale Makar qui ont signé pour plus. Là, eux, c'était plus que 11 de la masse. Fait que si Lane Hudson dit « Moi, je vaux plus que Luke Hughes », puis si tu regardes sa production offensive à date, c'est ça. C'est pas mal vers ça que ça s'en va. Puis il dit « Moi, je veux 10,5 ou 10 », mais là, tu tombes... avec une masse salariale, avec un plafond de 104 millions, c'est du 10,4 millions par année. Là. Fait que j'ai hâte de voir comment le Canadien va être capable de faire une discussion raisonnée, puis mettre un gars sous contrat à long terme
je pense que les joueurs de la Ligue nationale commencent à réaliser que c'est pas avantageux de signer des longues ententes. Si Suzuki avait signé 4 ans, c'est ça, là. Oui, puis ce qu'on entend aussi... Ils seraient en train de... Ils vont être sous-payés pendant plusieurs saisons. Ouais. Ce qu'on entend aussi, ce qui émane d'Edmonton ces jours-ci, c'est que si Connor McDavid signe un nouveau contrat avec les Oilers, ça ne sera pas un contrat à long terme. C'est ça. Donc, justement, parce qu'il arrive à un âge où même il pourrait dire « OK, mais je vais passer 2-3 ans de plus peut-être en gagnant un salaire équivalent à celui de Kaprizov », ce qui pourrait nous aider à profiter du plafond salarial qui monte pour améliorer notre équipe. Mais il sait qu'il va passer à la caisse une autre fois après. J'avais pas... écoute, je me demandais, là, mais j'avais pas tant vu ou lu rien sur les discussions entre Hudson et le Canadien. Donc, Lane s'est fait poser une question au tournoi de golf, si ma mémoire est bonne, puis il ne s'est pas éternisé là-dessus. On lui a demandé s'il était déçu que ce ne soit pas réglé, puis il a répondu oui, puis il a enchaîné en disant moi, je vais jouer au hockey, puis je vais me concentrer. Ouais. Je vais me concentrer. Mais écoute, il faut comprendre l'aspect politique de ça aussi. Là. Les agents dans la Ligue nationale de hockey, si à un moment donné, ta réputation commence à se faire, que tu ne vas pas chercher le maximum de rendement pour tes clients, les clients, ils vont ailleurs. Là. À cette heure, les joueurs changent d'agent régulièrement, pour un non. Fait que, si tu es l'agent de Lane Hudson, puis tu vois ce qui s'est passé avec Luke Hughes cette semaine. Et puis Lacombe encore, qu'on connaît peut-être un peu moins, mais c'est 9,5. Là, aussi. Là, tu dis, écoute, là, on peut pas, moi, je peux pas te conseiller comme agent de signer en bas de 10 % Oui, mais Martin, c'est le Canadien, là. Ils ont un bel esprit d'équipe. Oui, c'est ça, on a fait le karaoké. Écoute, ça s'achète pas, ce plaisir-là. Dans le temps de la dynastie des années 70, les joueurs du Canadien se faisaient dire « Ouais, tu gagnes moins d'argent qu'ailleurs, vous gagnez moins d'argent, mais vous gagnez des championnats. » Puis je cite Gilles Lupien, là, dont j'ai écrit la biographie. Il disait « Nous autres, on leur répondait quand ils nous disaient ça. Ouais, mais... Quand j'ai été à l'épicerie la semaine passée, ils ont dit qu'ils s'en crissaient que je gagne des championnats. Ils veulent que je paye pareil mon épicerie. T'essaieras de payer ton hypothèque avec un championnat. C'est ça. Voilà. Enfin. Mais cela étant dit, moi, j'ai déjà eu une discussion avec un directeur général qui m'a dit que le pourcentage du plafond salarial, ça, c'est un outil qui est mis de l'avant beaucoup par les agents. Mais il dit les meilleurs directeurs généraux refusent de parler de ce langage-là puis tomber dans le piège parce que c'est un peu... ça peut être mal utilisé, hein, le pourcentage du plafond salarial, parce que si tu fais toujours des comparaisons avec les autres équipes, c'est que c'est comme si tu mets de côté la réalité de ta propre équipe et tes propres efforts pour pouvoir gagner. Mais je me dis, ce serait peut-être intéressant que, au lieu de donner des salaires, que tu négocies un pourcentage du plafond. Et que ça fluctue. On est en cette ère de tarification dynamique. Là, que si tu dis... Ben oui, ça bouge d'une année à l'autre en fonction du plafond salarial qui monte, mais qui a déjà descendu également. Mais que tu dis, le salaire, le montant que tu négocies, c'est 9,4 %. Alors, tu vas être à 9,4 %, peu importe quel est le plafond salarial. Fait que de cette manière-là, tu peux plus facilement te comparer à d'autres joueurs parce que peu importe, au lieu de calculer des espèces sonnantes et trébuchantes, tu fais dire, ben lui, il vaut 9,2 %, ben moi, je vaux 9,4 %. Puis ces montants-là changeraient d'une année à l'autre au gré de la santé de l'industrie. Toi, tu es un joueur de soutien, tu as 2 % de la masse salariale, mais tu vas toujours avoir ton augmentation salariale, pareil, tu vas rester à 2 %. Je trouve ça très... C'est une très bonne idée. Et ça devient, comment dire, pas plus facile, mais plus limpide de vendre le concept d'équipe. Tu sais, dire, ben écoute, là, nous autres, si on veut avoir... Tu sais, on a besoin de 23 joueurs. Fait que si tu veux qu'on ait une bonne équipe, tu sais, c'est 10 %. Tu sais, t'es le meilleur joueur, mais je tourne les coins, là, mais t'es le meilleur joueur, c'est 10 %. Puis là, ben là, c'est ça. À la gang, vous êtes 3 joueurs élites, ben là, vous autres, c'est 9 parce que là, on a trop de bons joueurs. Ça devient comme facile à expliquer. Et d'ailleurs, Kaprizov, c'est quoi? C'est 16,3 % de la masse salariale? Ah oui, hein?
Je sais pas, j'ai pas calculé. Je pense que c'est au-dessus de 15 Pour, à compter de ça, c'est le chiffre de la saison prochaine, évidemment. Donc, on parle de 17 sur 104. C'est ça. Il me semble qu'il est à 16 points quelques. 16,3. Et il n'y a aucune équipe qui a remporté la Coupe Stanley à date avec un joueur qui avait plus que 15 et plus de la masse. Donc ça, c'est un bon... Tu le mentionnes quand tu es le DG, quand tu essaies de vendre l'idée de Marc-Antoine. Il y a des gars qui ont été à plus, dont le salaire a été à plus que 15, mais ils ont gagné après quand il y avait eu... le plafond avait monté puis qu'il y avait un pourcentage inférieur. J'essaie de voir, là, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut... Est-ce que ça marche? Est-ce que ça se peut? Quoi? C'est ça. J'essaie juste de voir. Et je le fais en plein enregistrement, là, en direct. Non, c'est une grande idée. C'est une grande idée. C'est une grande idée. C'est une grande idée. Non, c'est ça. Bon, parce que moi, je m'inquiète, c'est ça. Je m'inquiète pour Caulfield. Je m'inquiète pour les multimillionnaires. Là. J'ai peur qu'ils soient tristes de constater que c'est ça. Ils vont jouer à rabais. On joue à rabais, nous autres. Un agent qui fait sa job, là, ça peut créer du ressentiment. Ben oui. Un agent qui fait sa job doit le faire comprendre à ses joueurs. Aujourd'hui, tu es content, tu signes, puis c'est beaucoup d'argent, mais le plafond va augmenter, puis tu ne resteras pas... Si tu te compares encore, à un moment donné, tu vas être déçu. Puis plus le contrat est long, plus tu es appelé à être déçu. Mais c'est un choix qu'on fait, là. Peut-être que l'industrie... La valeur du dollar va changer au fil des ans, puis dans 10 ans, on va trouver que Kirill Kaprizov est sous-payé, c'est un exemple. Non, mais c'est un exemple extrême. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, les chiffres ne font qu'augmenter. Et c'est pourquoi c'est mieux de signer des contrats à court terme que des contrats à long terme. Si tu veux maximiser la valeur de ton talent durant ta carrière. Et ça, c'est la leçon d'Auston Matthews. Mm-hmm. Merci, Austin. Oh, on les haïssait. Les haïssait. C'est la grosse Vendredi Saint. C'est en quelle année? C'est 84? 84, j'avais 9 ans. Puis ça, c'était spécial, c'est sûr. On avait tout le temps un ou deux joueurs dans mon équipe qui prenaient pour les Nordiques. Puis là, c'était tout le temps... on s'estinait beaucoup, là, tu sais. Mais j'étais content, j'étais du bon bord. Je suis dans une journée d'empathie. Martin, je te protège, je m'inquiète pour Nick Suzuki et son argent. Et Jacques-Alexis, c'est les Nordiques. Donc, c'est pour ça là, que je vous fais entendre Martin Saint-Louis. Il y a des médias qui ont titré genre... Saint-Louis haïssait les Nordiques. J'étais comme, les nerfs, là. C'était pour... ça sonne pas... Le titre sonne pas comme la clip. Mais j'ai été étonné de lire un papier sur le retour des Nordiques en anglais, dans un média anglophone. C'est quand même... c'est pas ça à quoi on est habitué. Mais le papier disait que ça regarde mal. Ouais. Ça regarde mal, Jack. Différentes langues, même conclusion. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est ça. Mais un édifice des ligues majeures. Que je n'ai pas vu, ouais. Ouais. Franchement, ça se... Écoute, ça rivalise avec plusieurs des meilleurs édifices de la Ligue nationale de hockey. Galerie de presse extraordinaire, l'angle des sièges est savamment conçu. Vraiment, c'est un bon building. Là. Bon, c'était nous autres, Martin. C'était nous autres. Donc... puis aux partisans puis aux amateurs de Styx aussi. Oui. Puis d'Iron Maiden. Oui. Mais moi, je me retiens de... Donc, voilà, c'est un bel édifice. Bon. C'est ça qui est ça. Hein? On se reparle mardi. On s'appelle? Après la publication des alignements définitifs. On saura ce que cherche Travis Green. Cherche-t-il Noise ou a-t-il l'intention d'entamer la saison comme tout le monde? Comment feel de Noise? Voilà, ça serait bon dans le centre Vidéotron. Ouais. Marc-Antoine Godin, je rappelle que tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Mm-hmm. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, messieurs. Toujours un plaisir de vous voir. Un grand plaisir. Oui. Un bonheur. Oui, plus encore. Mais c'est pour ça qu'on le paye pas. On le paye moins. Que tu as la chance. C'est ça. J'en garde plus pour l'équipe. D'évoluer. Voilà.
Monsieur... Si au moins ça marchait comme ça. Non. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci infiniment, Martin. C'est un grand plaisir. Jacques-Alexis Bernardin est le réalisateur de Tellement Hockey. Merci beaucoup, Jacques-Alexis, puis désolé, mais écoute, peut-être une autre fois, ou je sais pas, dans une autre... un univers parallèle. Je m'appelle Alexandre Coupal. Passez un bon week-end. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.